Nous construisons, mais nous verrons que ça peut nous porter préjudice, même si nous avons le rêve d'avoir un habitat individuel. Parce que la bétonisation, ça fait que l'eau coule bien plus que d'habitude, que nos belles nouvelles petites maisons se trouvent bizarrement inondées ou bien fissurées, le sol ne tient plus en place, des coulées de boue dans le jardin, les gens qui étaient là depuis longtemps se demandent pourquoi c'est inondé maintenant. Bah oui, mais en fait, en voulant loger plus de personnes avec des nouvelles constructions, eh bien ça vous fait déloger, on est désolé. Donc on va faire une petite présentation de la géomorphologie, mais aussi de l'écologie du paysage, avec des notions très simples pour que vous puissiez comprendre les bases. On va aussi faire une petite expérience de laboratoire pour montrer les mécanismes physiques de la vallée versante de manière plus évidente. Imaginons un scénario d'étalement urbain sur une génération. Donc en marron, on voit le village originel. Tout autour, c'est la végétation arborescente, donc les forêts qui se trouvent surtout à hauteur de la vallée. En lisière et aussi partout au sein du village et autour, ce sont les prairies plus ou moins humides, les friches. Donc toute cette végétation occupe un grand rôle, surtout au niveau des ruisseaux. Ici en pointillé, ce sont les ruisseaux, spécifiquement les ruisseaux du mauvais temps, ou bien les ruisseaux souterrains. La spécificité de ces ruisseaux, c'est qu'ils sont plus ou moins souterrains et ils émergent lorsqu'il pleut. On voit avec la manière évidente à ce moment que ça coule, mais ils restent gentillets, ils continuent leur cours pour rejoindre les cours d'eau principaux. On voit que la végétation ici retient l'écoulement de l'eau, c'est pour ça que là ça continue par des pointillés. Donc on voit bien le rôle tampon des végétaux en amont. Le stade d'urbanisation est opéré, on le voit avec tous les nouveaux bâtiments en orange qui ont remplacé les prairies et les zones humides qui paraissaient pourtant pour les aménageurs comme quelque chose de banal, alors que c'est faux. On va dire que les jardins ont remplacé ces friches, que c'est plus joli, mais un jardin géré à la versaillaise ou avec des gens qui ont un manque de compétences, eh bien cette végétation ne remplira pas bien son rôle et renforcera la stagnation de l'eau en surface. On voit même que quelques parties boisées ont été effritées, on va penser que c'est pas grand chose, mais cette partie pouvait rendre un grand service pour gérer les flux d'eau dans la vallée. On le verra dans le prochain scénario, quelle catastrophe cela peut provoquer. Et enfin, on annule aussi la fonction des arbres de retenir la terre lorsque l'eau s'écoule. Et voilà, 3 gouttes de pluie pendant quelques jours et ça fait des catastrophes alors que ça aurait pu être évité. Là par exemple, là les bosquets qui ont été effrités et qui pourtant étaient un passage principal à un ruisseau invisible souterrain, et bien maintenant ça coule en continu parce que plus rien ne retient. Il y a même un renforcement du cours d'eau avec quelques petits passages d'eau qui se libèrent et qui font aussi leur lit au fur et à mesure qu'il va pleuvoir et ça va renforcer le phénomène d'inondation. D'autant plus qu'avec maintenant des parcelles de plus en plus divisées entre les bâtiments, et bien l'eau bloque entre les parties construites, ça stagne et du coup il va falloir attendre encore un peu plus pour évacuer l'eau et tout nettoyer le bâti. Et oui, malheureusement, même si aussi les gens font un effort de gestion de leur jardin, ça requiert une certaine connaissance de la formation et aussi une participation. Il faut que tout le monde joue le jeu, sinon ça ne va pas fonctionner. C'est ce qui fait que les nouveaux bâtiments qui ont construit, même s'ils ont un jardin, doivent compenser. Et la compensation dépend de ce niveau de formation en gestion des espaces verts pour qu'ils aient une bonne efficacité
pour retenir l'eau et la terre. Donc on voit quand même ici que les bosquets et les bois en haut retiennent un peu l'eau et maintiennent encore une petite partie de filtration et de stagnation pour que pas plus d'eau ne s'écoule. Mais ça reste insuffisant, hein. Il va falloir soit annuler les parties habitées, hein. Mais après, comment on peut expliquer à des gens qui viennent de s'installer que ce n'est plus habitable, que ce n'est plus constructible, hein, ça fait mal, mais il aurait fallu le dire avant. Comment expliquer à des gens qui habitent depuis longtemps en zone non inondable, maintenant se retrouvent en zone inondable? Eh bien, il aurait fallu faire des études préalables à l'aménagement de grands quartiers habités ou industriels ou zones d'activité. Ce n'est pas pour rien aussi que des habitants se mobilisent contre des projets de construction, parce que non seulement c'est pour la protection de la nature, mais aussi pour garder en sécurité leurs bâtiments, hein, qu'ils ont depuis longtemps. D'où l'importance que chacun prenne en compte les conséquences de ses propres projets de construction dans l'aménagement du territoire et continuer à rassembler les gens lors des enquêtes publiques et des études via le participatif pour réclamer un maximum de données et faciliter le travail de l'ensemble des acteurs du territoire. Et aussi pour rattraper le problème, eh bien, essayer de renforcer des points de biodiversité, des points verts, pour, on va dire, compenser les catastrophes futures. Mais par contre, c'est beaucoup de jardinage et de connaissances quand même, de formation à mener auprès de la population. Et donc, on compte maintenant sur les nouveaux habitants qui ont construit pour faire un effort, c'est ce qu'on appelle la compensation à l'aménagement. Mais ça ne veut pas dire que oui, on continue à construire du nouveau, par contre en échange, faites plus de jardinage. Non, ce n'est pas une solution, il faut discuter ça avec l'ensemble des acteurs du territoire. Retenons que la partie végétative chez les végétaux est souvent aussi importante que la partie racinaire. Lorsque nous observons l'intensité de la végétation, nous pouvons imaginer l'importance de l'activité vivante sous terre et son armature souterraine. Lorsque nous saisissons la plante, elle emporte avec elle et ses racines une motte de terre que nous appelons rhizosphère. La plante retient la terre d'une manière évidente pour ne pas se coucher lors des intempéries ou des vents, pour rester fixe au fur et à mesure de sa croissance. Elle a alors un rôle qui retient et stabilise le sol. La végétation au niveau du relief a intérêt à être dense pour éviter les glissements des terrains et les coulées de boue. Donc c'est un rôle en supplément de filtration de l'eau. Par exemple, en violet, on voit le phénomène de ruissellement qui est ralenti par la végétation et le phénomène à la fois d'absorption ou d'écoulement avec les racines. Donc on voit qu'il y a aussi une stratification de la végétation au fur et à mesure que l'on s'approche des cours d'eau. Donc on voit la zone humide au niveau du sol et comment la végétation s'implique dans cette zone. C'est ce qu'on appelle aussi la continuité végétale, mais aussi la ceinture végétale autour d'une zone humide pour maintenir et faire une zone tampon par rapport aux activités de l'eau. Donc commençons la simulation du rôle de la végétation sur le plateau en représentant la végétation par des éponges. Pourquoi des éponges? Parce que la végétation, ça a un rôle d'éponge via les racines. Regardez, tenez, en prenant ce pot et en versant de l'eau dessus, sur la plante, nous verrons que la terre absorbe progressivement et nous verrons qu'à la fin de l'animation, eh bien, l'eau n'a toujours pas coulé au fond du pot, pourtant il y a des trous en dessous du pot. Donc nous pouvons conclure que
la plante permet de retenir l'eau. Donc une partie s'écoule bien sûr au fond et ensuite dans la vallée, mais une grande partie aussi est absorbée et restituée à l'atmosphère. C'est ce qu'on appelle l'évapotranspiration. Par rapport au choix des matériaux pour illustrer le rôle de la végétation, la grosse éponge représente le rôle du marais. Un marais vivant est toujours bien vert, donc foisonnant de végétaux divers et variés. En fait, un marais avec une eau virant vers la couleur bleue est inquiétant car sans vie. Pourquoi déborde-t-il peu en cas de pluie alors qu'il est déjà plein d'eau par rapport à un cours d'eau ou une flaque sur un sol compact ou artificialisé? Ici, nous pouvons continuer à verser l'eau dans le trou de l'éponge. L'eau continue d'être absorbée et déborde très peu. C'est ce qu'on appelle l'effet tampon de la végétation. Dans les marais les plus dynamiques, les végétaux se trouvent autour, au bord, dans l'eau et au fond de l'eau, plantes et algues comprises. Illustrons maintenant l'absorption de l'eau par les autres milieux. Le sopalin, à gauche, représente les prairies ou les friches par leur rhizosphère importante. Le papier léger à droite représente le gazon, car très artificialisé avec une couche mince de sol vivant. La dispersion de l'eau sur le gazon à droite est beaucoup moins modérée. La végétation sans cesse coupée est uniforme. Les racines et la vie des animaux se développent peu. L'intérêt est également de développer les fonctionnalités écosystémiques du milieu pour créer une vraie entreprise dans le sol ainsi qu'au-dessus avec les plantes et les fleurs. Oui, on peut penser que biodiversité signifie planter la diversité de végétaux de son choix. En fait, non. Pour que l'entreprise de la nature fonctionne, on ne fait pas vivre les plantes ensemble avec n'importe quelles essences et organismes vivants. Le sol et les parties aériennes doivent être travaillées, sinon le sol, comme le papier à droite, se retrouvera vite saturé. L'inondation peut opérer. Lorsque nous habitons dans une vallée plus ou moins pentue à proximité d'un cours d'eau, l'aménagement est sensible. Une fois la végétation plus ou moins retirée, qu'elle soit herbacée, arbustive, arborescente, en imperméabilisant le sol, l'eau emprunte un autre trajet et la vitesse du flux peut s'intensifier pour une quantité de pluie inchangée. Les plateaux en hauteur des vallées, même s'ils ne sont pas pentus de manière évidente, exercent une force dans la circulation de l'eau en aval du bassin versant au fur et à mesure de l'intensité du climat et de l'imperméabilité du sol. L'eau finit toujours par tracer son chemin. Ici, nous voyons bien l'eau ralentie, voire même stoppée par la végétation qui l'absorbe. C'est pourquoi il faut veiller également à l'aménagement et à l'évaluation des sols sur les terrains inclinés ou non. L'étude de leur équilibre avant aménagement n'est souvent pas effectuée correctement pour forcer à la constructibilité du terrain. Il arrive fréquemment que des géologues exploitent des techniques pour tromper la vraie nature du sol. C'est-à-dire qu'ils étudient l'humidité seulement en été quand l'eau est plus rare et non en hiver pour faire croire qu'un terrain n'est pas humide. Ainsi, faire vendre sa constructibilité aux propriétaires. L'étude du terrain peut être sous-exploitée, comme par exemple la mesure de la perméabilité du sol, même non humide. C'est-à-dire, ils n'installent pas de bonbonne d'eau avec une sonde dans le sol pour calculer le temps d'écoulement en fonction de la quantité d'eau qui tombe et calculer le point de saturation potentiel. Dans cette démonstration, on voit clairement la différence de l'écoulement quand le sol n'est plus perméable. Nous pouvons même voir les conséquences du terrassement artificiel à gauche, où l'eau continue à s'étaler à gauche au lieu de continuer à s'écouler dans la direction normale. Si l'eau s'écoule difficilement à gauche, c'est aussi en raison d'un autre facteur que nous verrons plus tard. La végétation a un rôle tampon ici, car il aura fallu insister pour que cela coule en saturant d'eau la rhizosphère des espaces verts. Maintenant, voyons comment cela se passe quand nous enlevons vraiment toute la végétation. Un ruisseau inoffensif peut devenir dangereux dans ce cas. Attention, si nous négligeons pas la partie végétative, en haut à gauche, nous verrons qu'en retirant son rôle, cela peut provoquer des dégâts inattendus.
Ici, ne négligeons pas le rôle des nappes souterraines qui cachent tout un réseau. Si l'aménagement du terrain en haut ne permet plus la filtration de l'eau, ou bien si son parcours est détourné vers cette zone, nous pouvons voir qu'une vraie source apparaîtra en aval, en bas à droite de la vallée, et amplifiera l'inondation en bas, sans forcément couler en surface. C'est pourquoi, tout à l'heure, l'eau à gauche ne coulait pas non plus aisément en surface, car le flux se trouve surtout en zone souterraine. Ainsi, les habitants, auparavant jamais inondés, peuvent se laisser surprendre par des coulées habituellement non visibles qui émergent par ces sources. Un ruisseau gentillet peut cacher un autre redoutable lorsque l'aménagement est modifié. Recommençons l'expérience pour confirmer la différence. Nous voyons clairement que l'écoulement est plus lent avec plus de souplesse grâce à la végétation. Lorsque le sol est saturé, bien sûr, l'écoulement continue quand il pleut beaucoup. Quand on retire la végétation pour bétonner, il est clair que tout coule de source. Tout est plus brusque et le milieu s'inonde même s'il ne peut pas plus qu'avant. Nous voyons aussi, encore une fois, les conséquences du terrassement artificialisé où l'eau s'étale et stagne. Il faut alors craindre certaines parties planes du versant. À la fin de toutes ces expériences, là on peut voir que finalement l'eau n'a pas coulé au fond dans le contenant. Donc c'est ce qui montre que les plantes absorbent bien en partie l'eau. D'ailleurs en touchant on voit que c'est toujours humide. Maintenant mais sûrement parce que le rôle de la terre aussi et des racines c'est de retenir l'eau pour que les plantes aient le temps pendant un moment prolongé d'absorber l'eau lentement mais sûrement. Et c'est très important aussi de sélectionner les essences favorables à l'absorption de l'eau parce qu'en fonction des espèces, les plantes ont différentes capacités à absorber l'eau. Bien sûr, éviter de couper tout le temps le gazon parce que ça empêche les racines de faire le travail dans le sol et également éviter de toujours couper les arbres et les empêcher de trop grandir dans les endroits où justement le sol est assez malléable en cas de catastrophe naturelle. Parce que par exemple dans une pente, plus un arbre aura de grandes racines, plus il retiendra la terre sur la pente. Et bien sûr quand il pleut, cela évitera que tout s'emporte. Et oui, habiter près des marais, ce n'est pas si dangereux que ça, même si on voit de l'eau partout. Eh bien, en fonction de l'entretien et de la dynamique des marais, eh bien, on peut se trouver dans une zone protégée. Parce que nous l'avons vu dans l'expérience, l'eau est absorbée même en cas de flux important. Le marais, ça peut contenir plein d'eau et retenir. Par exemple, il faut plus craindre d'habiter près d'une zone agricole. Parce que par exemple, quand vous comprimez le sol avec le passage intensif des machines lourdes, eh bien le sol se rétrécit, il n'y a plus d'air, plus de trous pour que l'eau puisse s'infiltrer et forcément quand vous compressez une éponge, il y a toute l'eau qui s'en va et ça fait eh bien, sur les habitations. Donc vous n'avez pas intérêt à habiter près des zones agricoles intensives, à moins de mettre une barrière végétale entre les zones agricoles et les habitations. C'est ce qu'on appelle les bosquets.
D'où l'importance de faire plus attention à l'aménagement du territoire parce que tout cela fait une différence. Non seulement les cours d'eau protégés par une continuité végétale et les marais protégés par une ceinture végétale nous protègent contre les inondations, mais aussi ils influencent le climat sur sa fraîcheur. Ainsi, il permet de réduire les conflits de masse d'air par un sol plus frais par rapport à une atmosphère haute plus fraîche, et plus le climat frais et les intempéries sont faibles. Donc, d'où l'importance de préserver la nature autour de chez nous et de l'inclure parmi nous, à côté de nos habitations. Donc, par exemple, pour le cas de Cruy-sur-Ourcq, nous avons comme un dôme de fraîcheur. Par exemple, lorsqu'il en été, il pleut à Meaux, eh bien nous aurons des pluies beaucoup moins intenses. On peut avoir à peu près la même quantité de pluie, voire même un peu moins, mais il pleuvra de manière moins brusque. Par exemple, la pluie, lorsque ça tape sur le sol, quand c'est fort, eh bien ça endommage les sols. Alors que lorsque c'est sous forme de petites brumes, eh bien la végétation et les habitations seront moins affectées. C'est le cas aussi des orages de grêle lorsqu'il y a un gros conflit de masse d'air entre le sol artificialisé qui chauffe et l'atmosphère qui est fraîche. Donc l'importance de ne pas urbaniser de manière anarchique. En fait, si on fait la protection de la nature à l'américaine, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire, si on fait un gros bloc d'espace naturel d'un côté via un parc naturel et un gros bloc urbain de l'autre, et bien du coup le sol va être très lisse et toute l'eau va couler et ça va tout dévaster. En fait, on est obligé de vivre avec la nature en ville pour qu'il y ait toujours des espaces d'absorption de l'eau et de ralentissement des flux afin de limiter les catastrophes et que tout s'emporte dès qu'il y a 2-3 gouttes de pluie. La Seine-et-Marne où nous vivons par exemple est connue pour être souvent en zone d'alerte, d'aléas climatiques, mais attention, ça dépend où. Par exemple, à Cruy-sur-Ourcq, là où nous sommes, on reçoit souvent de la part des assurances attention, alerte orange, alerte rouge aux inondations et alerte aux aléas climatiques. Mais comme nous sommes protégés par la végétation, même s'il y a beaucoup d'agriculture, eh bien c'est assez protégé par les bosquets et les marais sont bien protégés par la végétation parce qu'ils sont assez autonomes et autosuffisants pour bien absorber l'eau au fil de la vallée. Et du coup nous sommes protégés, mais en plus en été nous n'avons jamais des étés chauds parce qu'en plus la végétation permet de rafraîchir l'atmosphère, les pluies sont moins violentes donc nous sommes moins surpris par beaucoup d'eau et de grêle en un instant. Pour conclure, nous appelons les élus et les particuliers à ne pas faire n'importe quoi avec la végétation. Une simple friche, prairie qui peuvent faire l'objet d'un permis de construire peut gravement endommager le territoire, mais aussi les particuliers avec jardin. Si c'est géré à la versaillaise, ça ne sera pas bon. Après, les habitants se retrouvent avec des grosses flaques stagnantes, avec un sol trop compact et peu aéré, avec le manque de vie qu'il y a en dessous. Donc les élus, n'hésitez pas à aérer votre espace avec des spots de végétation et ne pas voir chaque point vert, même prairial ou friche, comme un potentiel de construction pour résoudre la crise du logement. Par exemple, de nombreuses villes comptent des logements sous-occupés ou inoccupés, notamment anciens. Donc c'est nécessaire de travailler sur un réseau d'artisans qui peuvent refaire les logements. Par exemple, actuellement nous sommes dans une époque où les grands pavillons construits à la fin du siècle dernier se trouvent de plus en plus inoccupés ou bien ne se vendent presque plus parce que les familles aujourd'hui soit monoparentales ou bien à 2 avec un seul enfant, donc des ménages à 3 au lieu d'avoir des ménages à 5 personnes à l'époque, eh bien
ne veulent plus de ces grands pavillons pour habiter parce que trop grand, trop cher et n'est pas adapté à la taille de leur ménage. Ce qui serait nécessaire, c'est par exemple diviser des habitations, des pavillons en deux, ou bien pour les immeubles, et bien réduire la taille des appartements parce que les ménages sont moins nombreux à l'intérieur. Donc nous pouvons convenir de cette solution. Nous invitons à faire des enquêtes par rapport au taux d'occupation des logements et ainsi déterminer le besoin de construire à nouveau par rapport à l'existant. Voilà, l'aménagement dans l'ancien, même si c'est cher, peut s'avérer moins cher que les nouvelles constructions sur sol végétalisé. Et bien moins cher parce que dans l'aménagement de nouveaux bâtiments, ça peut procurer des catastrophes qui sont de plus en plus importantes, avec de plus en plus de dommages à réparer. Donc maintenant, chers élus, chers particuliers, il est intéressant de noter que lorsque vous construisez sur des sols végétalisés, c'est aussi risqué de vous faire inonder et inonder les autres, et ce n'est pas à votre avantage. N'hésitez pas à me contacter à fanny.blaise@live.fr si vous avez besoin de discuter sur des projets d'aménagement, pour faire comprendre par exemple à des particuliers, professionnels ou élus qui veulent faire un projet mais que les normes les embêtent trop. Eh bien, nous sommes là pour vous expliquer pourquoi ces normes sont des contraintes au bénéfice de leur sécurité. Donc n'hésitez pas à me solliciter, je reste à votre disposition et je vous dis à bientôt.